Il y eut des moments dans la Seconde Guerre mondiale où l'horreur dépassa toute limite imaginable. Il ne s'agit pas de bataille ni d'affrontement, mais d'actes de violence extrême, où des milliers de personnes furent assassinées sans préavis, sans possibilité d'échapper et sans raison compréhensible. Des corps jetés dans des fosses, des villages entiers convertis en cendres, des victimes réduites à des numéros avant de disparaître complètement. En différents points d'Europe, la guerre se transforma en quelque chose de plus qu'une lutte pour le pouvoir. Elle se convertit en un scénario de châtiment collectif, de représailles aveugles et de sadisme déchaîné. L'âge, la condition ni l'innocence n'importaient pas. Il suffisait d'être au mauvais endroit pour mourir de la façon la plus cruelle. Quels furent les moments les plus sombres de la terreur nazie? Où fut franchie la ligne entre la guerre et l'extermination absolue? Où fut vécue la véritable terreur qui définit le Troisième Reich? Babi Yar, le ravin où la mort arriva sans avertissement? Kiev tomba le 26 septembre 1941 après des semaines de résistance soviétique. La population juive originale de 200 000 habitants s'était réduite à environ 50 000, principalement des personnes âgées, des femmes et des enfants qui n'avaient pas réussi à évacuer avant l'encerclement allemand. 2 jours avant le massacre, des explosions coordonnées dévastèrent le centre de la ville. L'hôtel Continental, converti en quartier général allemand, vola en éclats avec d'autres bâtiments stratégiques. Les charges avaient été placées par des agents du NKVD avant le retrait soviétique. Des centaines de soldats allemands moururent écrasés entre les décombres. La réponse fut immédiate. Le général Kurt Eberhard, Friedrich Jeckeln et Otto Rasch de l'Einsatzgruppe C se réunirent cette même nuit. La décision: éliminer complètement la communauté juive de Kiev en représailles. Paul Blobel du Sonderkommando. 4 recevraient la tâche d'exécuter l'opération. Babi Yar, le ravin choisi pour le massacre, s'étendait sur 2,5 km au nord-est de la ville. Ses parois jusqu'à 50 mètres de profondeur avaient servi comme cimetière juif et décharge municipale. Le terrain irrégulier et isolé le convertissait en scénario parfait pour cacher des milliers de cadavres. Le 28 septembre apparurent des affiches dans tout Kiev. Texte en russe, ukrainien et allemand ordonnaient à tous les juifs de se présenter le 29 septembre à 8 h du matin au coin de Melnikova et Dokterivskaya. Ils devaient apporter documents, argent, bijoux, vêtements chauds et provisions. Tout absent serait fusillé. Tout civil qui pillerait les propriétés abandonnées serait également exécuté. 30 000 personnes obéirent. Des familles entières marchèrent vers le point de rencontre en portant valises et sacs, convaincus qu'elles affrontaient une déportation vers quelque territoire oriental. Les petits-enfants demandaient à leurs parents quand ils rentreraient à la maison. Les colonnes de Juifs furent escortées depuis le point de réunion jusqu'aux alentours du ravin. Des soldats allemands et des policiers auxiliaires ukrainiens formèrent des couloirs humains qui dirigeaient le flux de victimes vers des stations de dépouillement organisées avec précision militaire. La première station exigeait la remise de tous les objets de valeur. Argent, bijoux, montres et documents étaient classifiés immédiatement par des soldats spécialisés. La seconde station forçait l'élimination complète des vêtements qui étaient séparés par type et qualité pour leur réutilisation postérieure. Les corps nus avançaient vers la troisième et finale station, le bord du ravin. Là, des groupes de 10 à 15 personnes étaient obligés de s'agenouiller sur les cadavres d'exécutions précédentes. Des tirs individuels dans la nuque abattaient chaque victime directement au fond de l'abîme. Le rythme était constant. Une mort toutes les quelques secondes pendant des heures ininterrompues. Blobel avait organisé des équipes rotatives de tireurs pour maintenir l'efficacité sans épuiser les exécuteurs. Chaque soldat tirait pendant des tours chronométrés avant d'être relevé. Ce système industriel de mort permit de traiter des milliers de victimes sans interruption significative. Au fur et à mesure qu'avançait le premier jour, la panique s'étendit parmi ceux qui attendaient encore. Les tirs constants et les cris révélaient la véritable nature de l'opération. Certains tentèrent de fuir mais furent abattus par des gardes positionnés sur tout le périmètre. D'autres se paralysèrent par la terreur et furent traînés physiquement jusqu'au lieu d'exécution. L'Ereninsmeldung UdSSR 106, rapport officiel daté du 7 octobre 1941, enregistre exactement 33 771 juifs exécutés entre le 29 et 30 septembre. Ce chiffre, vérifié postérieurement à Nuremberg,
documente la vitesse létale atteinte par l'appareil d'extermination nazi. Pendant 48 heures, les tirs ne cessèrent pas. Des tours nocturnes continuèrent d'éliminer retardataires et fugitifs capturés dans des opérations de ratissage par la ville. La précision temporelle de l'opération remplit les délais établis par Blobel sans retard. Le ravin se transforma en fosse commune stratifiée. 7 niveaux de corps se comprimaient sous leur propre poids, avec les victimes initiales écrasées jusqu'à l'irrecognoscibilité. Le sang trempa le terrain environnant tandis que vêtements jetés et affaires abandonnées couvraient une zone de plusieurs kilomètres carrés. Chaux vives et terres remuées couvrirent initialement les restes, mais le volume de cadavres dépassa les prévisions de dissimulation. Des semaines après, des extrémités émergeaient du sol, obligeant des travaux additionnels d'enterrement qui se prolongèrent jusqu'en novembre. Babi-Yar continua de fonctionner comme centre d'exécution pendant toute l'occupation. Prisonniers de guerre soviétiques, gitans, partisans et civils accusés de résistance grossirent les fosses. Entre 100 000 et 150 000 personnes moururent dans le ravin au cours de 2 ans. En 1943, face à l'avancée soviétique, Blobel revint pour diriger le Sonderkommando 1005, exhumer et brûler tous les cadavres. Des prisonniers de guerre et des juifs survivants réalisèrent ce travail avant d'être exécutés pour éliminer les témoins. Des bûchers gigantesques brûlèrent pendant des semaines, mais le travail d'effacement des preuves resta incomplet. L'Armée rouge libéra Kiev en novembre 1943. Les enquêteurs soviétiques trouvèrent des milliers de fragments osseux, projectiles allemands, restes textiles et témoignages de civils qui avaient assisté aux opérations depuis la distance. Le comité d'État extraordinaire documenta méticuleusement les découvertes pour de futures poursuites. Des photographies aériennes allemandes capturées à Berlin montrèrent le mouvement de troupes vers Babi-Yar, altération du terrain par excavation massive et travaux postérieurs de camouflage. Ce matériel visuel compléta la preuve documentaire pour reconstruire chaque phase de l'opération. Blobel confessa pendant les procès des Einsatzgruppen 1947-1948 que les exécutions suivirent des chronogrammes établis et que l'opération avait été conçue pour se compléter en exactement 48 heures. Son témoignage confirma la nature préméditée et systématique du massacre le plus rapide de l'Holocauste. La rébellion de Sobibor sent dans les tranchées de l'extermination. Mars 1942. Sobibor émerge des forêts de l'Est polonais comme partie de l'opération Reinhard, le plan pour exterminer tous les Juifs du gouvernement général. Sa localisation reculée, près du village du même nom, le convertit en lieu parfait pour un assassinat massif discret. Le camp traite entre 1000 et 2000 victimes quotidiennes au moyen de chambres à gaz alimentées par des moteurs à essence qui produisent du monoxyde de carbone. Pour octobre 1943, approximativement 250 000 Juifs ont été éliminés dans cette machine de mort construite avec efficacité allemande. 600 prisonniers juifs maintiennent les opérations comme Arbeitsjuden, classifient appartenances, répartent infrastructures, travaillent dans ateliers spécialisés. Ils savent que leur utilité est temporaire. Des rotations régulières éliminent vétérans et sélectionnent nouveaux travailleurs des transports entrants. Ce renouvellement constant empêche la formation de liens ou plans de résistance. Septembre apporte des changements significatifs. Un transport depuis le front oriental décharge prisonniers de guerre soviétiques juifs, incluant l'officier Alexander Pechersky. À la différence des civils terrorisés qui forment la majorité de travailleurs, ces soldats possèdent entraînement militaire et expérience en combat. Léon Feldhendler, leader informel parmi les prisonniers polonais, reconnaît immédiatement les possibilités. Il a été en train d'organiser résistance clandestine pendant des mois, mais manque de connaissances tactiques pour une opération réussie. L'arrivée de Pechersky change complètement les perspectives. L'alliance entre le juif polonais et l'officier soviétique génère un plan audacieux. Assassiner silencieusement gardes allemands et ukrainiens pendant heures normales de travail, capturer l'arsenal, diriger une fuite massive. La stratégie exploite les routines prévisibles des officiers nazis qui visitent régulièrement les ateliers pour inspecter travail et récupérer objets confectionnés. Des semaines d'observation identifient modèles, horaires, points vulnérables. Se fabriquent des armes improvisées dans les ateliers, haches aiguisées, couteaux longs, gourdins renforcés.
Des codes de communication permettent coordination sans alerter l'administration du camp. Le 14 octobre 1943 marque le jour choisi. Les conditions semblent optimales. Routine normale, absence d'événements spéciaux, garde détendue par la docilité apparente des prisonniers après des mois de terreur systématique. 15h30. Le SS Untersturmführer Johann Niemann entre dans l'atelier de tailleur pour essayer un uniforme neuf. Pecherski et 2 conspirateurs l'attaquent avec des haches. Mort instantanée. Le corps disparaît sous des piles de vêtements confisqués. 15h45. Rudolf Beckmann se rend à l'entrepôt pour inspecter un manteau de cuir. Des couteaux terminent sa vie tandis qu'il révise la marchandise. Son cadavre se cache entre les appartenances classifiées. 16h. Joseph Vallaster tombe dans la zone de classification du Lager 2. 16h15. Erwin Stengelin meurt dans la cordonnerie. Les assassinats continuent avec précision chronométrique, éliminant officiers un après l'autre sans générer d'alarme. Pour les 16h30, 11 Allemands et Ukrainiens ont été exécutés. Le plan fonctionne parfaitement jusqu'à ce qu'un garde découvre prématurément un des corps. L'alarme s'étend instantanément par tout le camp. Pecherski comprend que l'élément surprise s'est perdu. Il active la phase d'urgence, fuite générale immédiate. 17h. Des centaines de prisonniers courent simultanément vers les clôtures périmétrales. Mitrailleuses dans les tours de surveillance ouvrent feu massif, mais les nombres dépassent la capacité de réponse. Outils volés coupent barbelés. Planches et couvertures créent ponts sur clôtures électrifiées. Haches et barres brisent portes principales. 300 prisonniers réussissent à traverser le périmètre initial vers la forêt environnante. Le champ de mines extérieur fait payer son prix brutal. Explosion constante élimine fugitifs tandis qu'ils courent vers les arbres. Beaucoup meurent en marchant sur mine avant d'atteindre la couverture forestière. Les survivants se dispersent en multiples directions. Opérations massives de recherche et capture s'activent immédiatement. Soldats allemands, policiers auxiliaires ukrainiens, collaborateurs civils polonais traquent les fugitifs pendant des semaines. Récompenses tentantes stimulent délation. Trahison locale multiplie les recaptures. 170 prisonniers échappés sont exécutés après avoir été trouvés. D'autres meurent de faim, froid, maladie dans les forêts. À la fin, à peine 50 survivent jusqu'à l'armistice. Le prix de la seule révolte réussie dans un camp d'extermination pur est dévastateur. Himmler ordonne la fermeture immédiate et permanente de Sobibor en recevant rapport de l'incident. Les 150 prisonniers qui restèrent dans le camp sont fusillés pendant les 24 heures suivantes. Tous les bâtiments sont démolis systématiquement. Novembre 1943. L'opération Reinhard termine officiellement à peine un mois après la révolte. Bien que allégations officielles affirment que objectifs génocidaires furent accomplis, documents internes suggèrent que Sobibor et résistance croissante dans d'autres camps influencèrent la décision de fermer les installations d'extermination massive. Janvier 1944. Il ne reste pas de preuves visibles de Sobibor. La zone s'est convertie en ferme agricole travaillée par une famille allemande instruite pour nier connaissance sur usage précédent du terrain. La transformation complète est possible parce que Sobibor fut conçu comme installation temporaire pour extermination rapide et élimination de preuves. Franz Stangl, commandant transféré à Treblinka avant la révolte, témoigne années après que l'incident exposa vulnérabilité fondamentale dans système de sécurité considéré infaillible. Gustav Wagner, officier fugué au Brésil, confirme décennies plus tard que la révolte démontra capacités organisatives insoupçonnées parmi prisonniers apparemment brisés. Les rares survivants fournissent témoignages détaillés sur planification et exécution. Leur récit confirme que semaines de préparation soigneuse et l'expérience militaire de Pecherski furent éléments décisifs pour le succès initial de l'opération la plus audacieuse jamais tentée contre l'appareil d'extermination nazi. La nuit des fours, le Sonderkommando d'Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, octobre 1944. 450 prisonniers juifs intègrent le Sonderkommando, unité spéciale forcée d'opérer la machinerie industrielle de mort du Reich. Leur existence représente la perversion maximale du système nazi, obliger les victimes à participer à leur propre destruction. Ces hommes réalisent chaque étape du processus d'extermination.
Ils reçoivent transport, maintiennent l'illusion de douches de désinfection, extraient cadavres de chambres à gaz, récupèrent dents d'or, coupent cheveux féminins, transportent corps à crématorium, nettoient installations entre exécutions massives. Leur travail soutient le fonctionnement continu du plus grand centre d'extermination de l'Holocauste. Rotation périodique élimine témoins vétérans et sélectionne nouveaux travailleurs de transport entrants. Ce renouvellement empêche lien durable et maintient terreur constante. Chaque membre du Sonderkommando sait que sa survie est temporaire, limitée par l'utilité qu'il représente pour maintenir opérations génocidaires. Rumeurs persistantes circulent pendant l'été sur plan pour liquider tout le Sonderkommando. Septembre intensifie ces rumeurs quand transport massif de juifs hongrois sature les installations. Une fois traités ces derniers groupes importants, l'utilité du Sonderkommando diminuerait drastiquement. Contacts clandestins avec résistance dans d'autres zones du complexe génèrent un plan ambitieux. Révolte simultanée dans les 4 crématoriums, destruction d'installations d'extermination, fuite massive de prisonniers. La coordination requiert explosifs qui peuvent seulement s'obtenir moyennant collaboration avec travailleuses de l'usine de munitions. 4 femmes juives à Unionwerk, usine située à Auschwitz III, initient opération de contrebande extrêmement dangereuse. Rosa Robota, Alla Gertner, Regina Saphirstein et Esther Weichblum soustraient poudre pendant des mois, la cachant dans vêtements, chaussures, cheveux. Registres minutieux à la fin de tour convertissent chaque transfert en risque mortel. Réseaux internes transportent matériel explosif à travers blanchisseries, baraquements de stockage, sous-sol de crématorium. Expérience en maintenance permet au Sonderkommando de convertir poudre en dispositifs détonateurs improvisés mélangés avec matériaux inflammables disponibles dans les installations. Coordination parfaite entre tous les crématoriums requiert synchronisation pendant tour d'après-midi, quand plus grand nombre de travailleurs est présent. Explosifs détruiraient fours et chambres à gaz tandis qu'armes improvisées élimineraient gardes. Le plan promet inutiliser définitivement les installations génocidaires les plus efficientes du Reich. 7 octobre, matin. Sélection allemande de 300 membres du Sonderkommando pour transfert à autre camp. Transfert signifie exécution massive déguisée. Confrontés avec mort immédiate, travailleurs du crématorium 4 décident d'initier révolte sans attendre coordination avec autres crématoriums. 13h30, attaque avec marteau, hache, outils contre garde SS. Détonation simultanée de charges explosives près de l'entrée cause dommages structurels significatifs. Incendie se propage par toit de bois, effondrant section du bâtiment. Joseph Schillinger et Wilhelm Emmerich, premiers Allemands attaqués, meurent battus par groupes de prisonniers utilisant outils de travail. Violence de ces attaques initiales reflète années de colère accumulée sous conditions d'esclavage génocidaire. Flammes et fumées du crématorium 4 alertent immédiatement toute l'administration de Birkenau. Alarme générale mobilise toutes les unités de garde disponibles. Mitrailleuses MG42 se déploient autour du crématorium, ouvrant feu indiscriminé contre tout mouvement. 80 prisonniers réussissent à échapper du crématorium pendant confusion initiale. Tenaille coupe section de barbelés électrifiés, créant ouverture vers zones extérieures. Cependant, réponse allemande est rapide et massive. Chiens d'attaque entraînés spécifiquement pour traquer fugitifs se libèrent immédiatement. Bataille dans le crématorium 4 continue pendant des heures. Prisonniers utilisent connaissance intime de la structure pour créer barricades et positions défensives. Ils luttent avec outils, tubes métalliques, pierres, explosifs restant contre soldats allemands renforcés depuis unités de combat proches. Grenades allemandes attaquent positions de prisonniers tandis qu'équipes spécialisées éliminent systématiquement résistance restante. Pour les 17 heures, tous les participants directs ont été éliminés. Crématorium 4 souffre dommages si extensifs qu'il reste définitivement inutilisable. Autre crématorium tente de se joindre tardivement à la révolte, mais efforts déscoordonnés échouent rapidement. Crématorium 2, petit groupe attaque garde avant d'être surpassé. Crématorium 3 et 5, prisonniers sont immobilisés avant d'agir. Manque de synchronisation condamne tentative d'appui. 80 fugitifs affrontent recherche systématique pendant 48 heures suivantes. Soldats, chiens, collaborateurs civils traquent cachettes dans forêts, fermes abandonnées, structures industrielles. Recaptures sont presque universelles.
Exécution sommaire, élimine ceux qui sont trouvés. Représailles allemandes sont brutales et immédiates. 8-9 octobre. 355 membres du Sonderkommando sont exécutés dans zone derrière le crématorium 2. Complètement nus, ils sont fusillés par peloton SS comme châtiment collectif pour la révolte. Investigation sous torture identifie le réseau de contrebande d'explosifs. Maximilian Grabner, chef de Gestapo d'Auschwitz, interroge personnellement les 4 femmes pendant des semaines. Torture systématique cherche nom additionnel, mais les femmes se refusent à fournir informations qui compromettent autres prisonniers. 6 janvier 1945. 3 semaines avant libération par l'Armée rouge, Rosa Robota, Alla Gertner, Regina Saphirstein et Esther Weichblum sont pendues publiquement. Exécution devant des centaines de prisonniers sert comme avertissement final contre résistance. Les femmes meurent en chantant chansons patriotiques. Karl Höcker, assistant personnel du commandant Richard Baer, documente officiellement la révolte comme échec critique de sécurité. Son rapport recommande changements fondamentaux dans procédures pour tous les camps, surveillance plus stricte, contrôle rigoureux sur matériaux potentiellement dangereux. Photographies aériennes alliées, semaines après, montrent clairement dommages au crématorium 4, toit effondré complètement, mur avec dommages extensifs par feu et explosion. Structure ne fut jamais réparée, restant comme ruine jusqu'à libération du camp. Interrogatoire d'après-guerre d'officiers SS révèle choc significatif dans l'administration du camp. Beaucoup considéraient le Sonderkommando complètement docile, dû à sa participation forcée dans extermination. Capacité organisative démontrée obligea à reconsidération de suppositions sur psychologie de prisonniers sous conditions extrêmes. Franz Hössler témoigne pendant jugement d'Auschwitz que la révolte démontra capacité de résistance organisée même dans conditions les plus dégradantes. Hans Münch confirme qu'explosifs improvisés furent suffisamment puissants pour causer dommages structurels permanents. Survivants du Sonderkommando fournissent témoignages détaillés sur planification et motivation. Ils confirment qu'opération fut motivée principalement par connaissance d'exécution imminente une fois complétée leur utilité pour administration allemande. La révolte représente moment unique où victimes de l'appareil génocidaire réussirent à causer dommages significatifs à machinerie de mort. Bien que majorité de participants furent exécutés, leur action réduisit définitivement capacité d'extermination d'Auschwitz pendant derniers mois d'opération. Lebensborn, le projet secret pour créer une race supérieure. 12 décembre 1935. Heinrich Himmler signe l'ordre qui établit officiellement le programme Lebensborn, expériment en ingénierie sociale conçu pour accélérer la reproduction d'éléments racialement supérieurs tandis qu'élimine populations considérées indésirables. Source de vie, traduction littérale du nom, reflète ambition de créer une source d'être génétiquement parfait pour peupler le futur empire allemand. Le bureau principal de race et réinstallation supervise opérations moyennant critères élaborés qui transcendent caractéristiques physiques observables. Généalogie familiale doivent se tracer 4 générations pour démontrer absence de sang juif, slave ou de races considérées inférieures. Évaluation inclut non seulement morphologie crânienne et structure faciale, mais aussi attitudes idéologiques et engagement avec principes nationaux socialistes. Steinering, près de Munich, abrite la première installation en 1936. Heim-Hochland sert comme modèle pour toutes les maisons postérieures. Installation médicale de première classe, logement luxueux pour mères, personnel complètement endoctriné en idéologie raciale nazie. La maison marque le début de la reproduction humaine contrôlée à échelle industrielle. Processus de sélection féminine sont rigoureux et déshumanisants. Candidates supportent examens médicaux exhaustifs incluant mesures anthropométriques détaillées de caractéristiques crâniennes, faciales, corporelles. Preuves de fertilité, historiques médicaux familiaux complets, évaluation psychologique, cherchent à assurer descendance libre de maladies ou handicaps qui compromettent pureté raciale. Pairs sont typiquement officiers SS ou membres du parti évalués selon critères raciaux identiques, mais considérant aussi rang militaire, accomplissement politique, potentiel pour contribuer à future élite du Reich. Appariement se base sur analyse génétique et anthropométrique pour maximiser caractéristiques considérées désirables dans descendance.
Relations sexuelles dans le programme sont vues purement en termes de production eugénique, sans considération pour liens émotionnels entre participants. Grossesses reçoivent attention médicale intensive et soins prénataux de maximum qualité disponibles pour assurer naissance réussie dans conditions optimales de santé. Enfants nés dans installation Lebensborn sont considérés propriété de l'État depuis naissance. Noms sont changés à versions allemandes appropriées, certificats de naissance altérés pour éliminer référence à origine biologique réelle. Éducation intensive en idéologie nazie depuis enfance les destine à former futures classes dirigeantes du Reich de Milan. Entre 1936 et 1945, approximativement 8 000 enfants naissent dans maisons allemandes, 12 000 additionnels en Norvège pendant occupation. Registre méticuleux documente chaque naissance. Photographies, mesures anthropométriques, évaluation de caractéristiques raciales. Administration nazie maintient archives détaillées de chaque cas. 1940 marque expansion du programme vers son aspect le plus sinistre. Enlèvement systématique d'enfants de territoires occupés. Directive de Himmler ordonne soustraction de tout enfant avec caractéristiques nordiques pour germanisation forcée. Opération commence en Pologne, s'étendant postérieurement à Ukraine, Biélorussie, Slovaquie. Critères de sélection pour enlèvement incluent cheveux blonds, yeux bleus, structure faciale nordique, proportions corporelles qui accomplissent standards anthropométriques nazis. Officiers spécialisés en évaluation raciale réalisent inspections systématiques dans écoles, orphelinats, communautés pour identifier candidats appropriés. Enlèvement implique séparation violente pendant rafles qui fréquemment incluent arrestation ou exécution de parents. Enfants sélectionnés sont transportés à centres de traitement pour évaluation raciale détaillée et début de germanisation forcée. Élimination complète d'identité culturelle originale. Germanisation requiert changement de nom à versions allemandes, prohibition de langue native, endoctrinement idéologique intensif conçu pour remplacer mémoire ou connexion avec origine. Enfants qui résistent ou maintiennent identité originale sont envoyés à camps de concentration. Pologne souffre opérations particulièrement systématiques et extensives. Entre 20 000 et 200 000 enfants polonais sont enlevés pendant 5 ans d'occupation. Opérations se concentrent initialement dans zones urbaines pour identifier grand nombre, s'expansant postérieurement à zones rurales. Institut de biologie héréditaire à Breslau traite enfants enlevés d'Europe orientale. Archives détaillées incluent photographies frontales et de profil, mesures anthropométriques complètes, évaluation psychologique, registre de progrès en germanisation. Chaque enfant reçoit numéro d'archives et monitorage soigneux par personnel spécialisé. Familles allemandes qui reçoivent enfants enlevés typiquement écoutent histoires fausses sur origine, orphelins de soldats morts sauvés de conditions déplorables dans territoires occupés. Des informations délibérées assurent que familles adoptives ne questionnent pas origine réelle, facilitant assimilation. Expansion à Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Union soviétique suit modèles identiques. Identification basée sur critères raciaux, séparation violente de familles, traitement dans centres spécialisés, placement final dans familles allemandes. Chaque opération maintient la même méthodologie bureaucratique systématique. Mai 1945. Forces alliées capturent archives centrales avec plus de 300 000 fiches individuelles documentant participation dans le programme. Documents inclus, registre de naissance, adoption, correspondance entre officiers, rapport d'évaluation raciale, documentation financière sur coûts opératifs. Norvège conserve registre Lebensborn presque complètement intact. Entre 1945 et 1947, analyse croisée entre liste de naissance et fiches médicales révèle que programme opéra avec particulière intensité pendant occupation. 9 maisons établies en territoire norvégien implémentèrent politiques agressives pour fomenter relations reproductives entre soldats allemands et femmes norvégiennes considérées racialement appropriées. Autriche révèle installation encore active semaines après l'armistice, avec enfants en attente de transfert. Documentation capturée inclut instructions détaillées signées directement par Himmler sur accélération du processus de germanisation infantile. Programme Lebensborn représente expériment ambitieux en ingénierie démographique conçu non seulement pour éliminer populations indésirables, mais créer activement nouvelles races supérieures pour dominer Europe sous hégémonie allemande.
Combinaison de pseudo-sciences raciales avec efficacité bureaucratique traite êtres humains comme bétail reproductif dans système de production contrôlé. Plan incluait expansion massive après victoire allemande, avec installation établie par toute Europe occupée pour accélérer remplacement populationnel. Échec pour produire résultats promis révéla faille fondamentale dans théorie pseudo-scientifique, mais dommages causés s'étendit beaucoup plus au-delà d'échecs idéologiques. Dizaines de milliers de familles détruites par enlèvement d'enfants, identité culturelle perdue définitivement, connexion familiale coupée pour toujours, créèrent tragédies personnelles persistantes pendant décennies. Majorité d'enfants enlevés ne furent jamais réunis avec familles biologiques, perpétuant conséquence du programme beaucoup après l'effondrement du Reich. Oradour-sur-Glane, le village français anéanti en 3 heures. 10 juin 1944. 4 jours après le débarquement en Normandie, Oradour-sur-Glane se réveille comme n'importe quel matin pendant l'occupation. Ce village de Haute-Vienne abrite approximativement 650 résidents permanents, mais la population s'est considérablement augmentée par réfugiés d'autres régions et enfants évacués de villes bombardées. La 2e division Panzer SS Das Reich avance vers le nord depuis Toulouse, avec ordre de renforcer défense contre l'invasion alliée. Pendant son trajet, elle a réalisé multiples représailles contre résistance française, incluant le massacre de 99 civils à Tulle le jour antérieur, où hommes furent pendus publiquement en représailles pour attaques partisanes. Das Reich possède réputation sinistre même dans l'appareil militaire nazi. Formée depuis unités SS militarisées originales, elle participa à atrocités brutales en Yougoslavie et Union soviétique. Officiers et soldats ont été endoctrinés en guerre totale qui caractérise opérations en territoires occupés. Adolf Dickmann commande le 1er bataillon du régiment Der Führer, unité responsable de ce qui suivra. Il a reçu rapports erronés sur usage du village comme base partisane et rétention d'un officier allemand comme prisonnier. Se basant sur cette information fausse, il décide réaliser opération de châtiment contre toute la population. 14 heures, colonne de véhicules blindés entrent depuis la route principale, plusieurs SDKFZ, 250 et un semi-chenillé, véhicules de reconnaissance, camions transportant 200 soldats SS. Véhicules prennent position stratégique, bloquant toutes les routes d'échappement, tandis que soldats parcourent le village frappant porte. Haut-parleur portable annonce réunion obligatoire en place centrale pour vérification de documents d'identité. Soldats maintiennent façade de procédures administratives routinières pendant premières étapes, ce qui maintient population calme et coopérative. Familles se dirigent obéissamment au point de rencontre avec leurs documents. Une fois réunis tous les résidents, commence séparation qui révélera véritables intentions allemandes. Hommes et enfants majeurs de 14 ans sont séparés de femmes et enfants mineurs. Explications sur interrogatoires individuels pour hommes tandis que femmes attentes dans l'église maintiennent illusion de procédure normale. 190 hommes sont distribués en 6 localisations. Granges, étables, bâtiments agricoles capables de contenir groupes grands. Simultanément, 247 femmes et 205 enfants sont escortés à églises paroissiales du XVe siècle. Soldats affirment qu'ils seront plus confortables attendant dans le bâtiment religieux. 16 heures. Mitrailleuses légères. MG-34 se placent en position qui permettent tirer à travers portes et fenêtres des 6 bâtiments contenant hommes. Début simultané d'exécution. D'abord tirs à jambes et torses pour abattre et incapacité victime, après tirs individuels en tête pour assurer mort. Matériaux incendiaires préparés soigneusement arrosent corps avec essence avant de leur mettre feu. Bâtiments sont incendiés complètement pour détruire preuves et assurer que tout survivant meurt en flammes. Fumée noire s'élève depuis multiples points autour du village. Simultanément, grande caisse métallique est placée près de l'autel de l'église, contenant mélange incendiaire, essence, explosifs, produits chimiques qui généreront fumée toxique dense. 16h30. Détonation du dispositif brise-fenêtre, rempli intérieur avec fumée noire mortelle. Panique s'étend immédiatement parmi femmes et enfants qui comprennent être assassinés délibérément. Tentative désespérée d'échappement par portes et fenêtres affronte mitrailleuses positionnées autour du bâtiment. Soldats ont encerclé complètement l'église pour éliminer toute possibilité de fuite. Conditions intérieures deviennent rapidement insupportables.
Fumée toxique cause asphyxie massive, tandis que feu se propage à travers bancs de bois et matériaux inflammables. Victimes qui ne meurent pas par asphyxie ou tir sont brûlées vives quand flammes consument tout l'intérieur. Marguerite Roufanche réussit à échapper pendant chaos initial, atteignant fenêtre haute derrière l'hôtel. Elle saute à l'extérieur, résulte blessée par tirs allemands, mais réussit à se traîner jusqu'à se cacher derrière le bâtiment avant d'échapper à zone boisée. Son témoignage fournira après preuve détaillée sur événements dans l'église. Tandis que se développent exécutions, autres soldats pillent systématiquement tous les bâtiments avant de les incendier. Magasins, maisons, bureaux de poste, écoles sont vidés d'objets valables et après détruits avec lance-flammes portables et matériaux incendiaires. Destruction est totale et systématique. Infrastructure du village aussi est éliminée. Lignes téléphoniques, système d'eau, routes d'accès. Objectif est effacer complètement toute preuve que le village exista et assurer qu'il ne puisse être reconstruit rapidement. Bétail et animaux domestiques sont massacrés, véhicules incendiés ou confisqués. 17 heures. 3 heures après le début, toute résistance a cessé et destruction est complète. Total de 643 civils assassinés. 190 hommes, 247 femmes, 206 enfants. Parmi victimes se trouvent 19 réfugiés espagnols qui avaient fui après guerre civile espagnole. Colonne allemande se regroupe et continue marche vers nord. Dieckmann rapporte opération comme action réussie de contre-partisans qui élimina base importante de résistance française. Cependant, jamais ne se trouve preuve d'activité partisane à Oradour, confirmant que information motivatrice fut complètement erronée. Autorités françaises locales sont informées par réfugiés qui observèrent fumée et flammes depuis villages proches. Périmètre de sécurité allemand empêche investigation immédiate. Quand premières autorités arrivent le jour suivant, elles trouvent destruction totale qui dépasse n'importe quoi vu pendant la guerre. Scènes de ruines fumantes avec corps carbonisés éparpillés entre décombres de bâtiments détruits requièrent jours de travail pour récupérer et identifier restes. Difficulté extrême due à l'état de corps complètement carbonisé, mais réussissent confirmer 643 victimes moyennant fragments récupérables. Preuves physiques collectées incluent douilles de balles allemandes, fragments de grenades, restes de matériaux incendiaires qui fournissent détails sur méthodes utilisées. Documentation soigneuse de l'état de bâtiments détruits crée registre complet pour futures poursuites légales. Gouvernement français provisoire sous Charles de Gaulle décide préserver ruines exactement comme elles restèrent après l'attaque. Décision motivée par désir de créer mémorial permanent et fournir preuves tangibles de crimes de guerre allemands pour tribunaux futurs. Préservation requiert travail considérable pour stabiliser structures endommagées et prévenir détérioration par exposition. Toits protecteurs s'installent sur ruines plus significatives. Sentiers se construisent pour permettre visite sans altérer scène du crime. Massacre a impact significatif sur opinion publique française et internationale sur nature d'occupation allemande. Photographies de ruines et témoignages de survivants sont publiés amplement dans presse alliée, fournissant preuves graphiques de brutalité systématique contre civils innocents. Dieckmann meurt en combat en Normandie 3 semaines après, privant autorités alliées d'opportunité de le poursuivre. Sa mort élimine le principal responsable, bien que documents trouvés confirment son rôle dans planification et exécution. Autres officiers das Reich sont identifiés postérieurement comme participants, mais beaucoup échappent poursuites dues à destruction de registres militaires et dispersion d'unités à la fin de guerre. Certains sont poursuivis par tribunaux français, mais sentences sont considérées inadéquates. Heinz Lammerding, commandant de division pendant massacre, est condamné à mort in absentia par tribunal militaire français en 1953. Cependant, il évite extradition depuis Allemagne occidentale et meurt en 1971 sans affronter justice pour son rôle dans l'atrocité. Jugement lié révèle nature systématique et préméditée du massacre. Documents présentés montrent qu'opération fut planifiée soigneusement, avec responsabilités spécifiques assignées à différentes unités pour exécution, incendie, destruction de preuves. Témoignages de soldats allemands capturés fournissent détails sur exécution du massacre. Plusieurs admettent avoir reçu ordre spécifique de ne laisser aucun survivant et détruire complètement le village. Certains expriment surprise que l'opération fût dirigée contre civils innocents.
Fait que certains soldats participants furent recrues alsaciennes forcées de servir dans SS, crée tensions durables entre Alsace et autres régions françaises qui persistent pendant décennies d'après-guerre. Investigations forensiques postérieures fournissent d'informations détaillées sur méthodes spécifiques utilisées. Examens médicaux de restes humains déterminent que beaucoup de victimes moururent par tir avant d'être brûlées, tandis qu'autres furent assassinées par asphyxie ou brûlées vives. Analyse de matériaux incendiaires utilisés dans églises révèle qu'Allemands utilisèrent mélanges sophistiqués de produits chimiques conçus spécifiquement pour générer fumée toxique dense et flammes intenses. Preuve démontre que massacre fut planifié avec anticipation et qu'Allemands apportèrent équipements spécialisés spécifiquement pour l'opération. Préservation d'Oradour comme mémorial se convertit en symbole important de résistance française et mémoire de guerre. Site attire centaines de milliers de visiteurs pendant décennies postérieures, incluant leaders politiques internationaux, vétérans militaires, étudiants qui apprennent sur conséquences de guerre totale. Cas établit précédents légaux importants pour poursuite de crimes de guerre impliquant assassinat de civils. Tribunaux français développent doctrines sur responsabilité de commandement et culpabilité collective qui influencent poursuites postérieures dans conflits subséquents. Conspiration échouée, le tribunal de Hitler converti en spectacle d'horreur. Conspiration échouée, 20 juillet 1944, 12h42. La bombe de Klaus von Stauffenberg explose à Rastenburg, tuant 4 personnes, mais échouant son objectif principal. Hitler survit avec blessures mineures. Cet échec déchaîne répression massive qui révélera la nature sadique de l'appareil de sécurité nazi. Heures postérieures à l'attentat, premières arrestations commencent à Berlin. Stauffenberg et conspirateurs principaux sont capturés dans le ministère de guerre quand leur coup d'État s'effondre. Friedrich Fromm, cherchant à sauver sa vie après connaître la conspiration, ordonne exécution immédiate de 4 leaders. Minuit du 20 et 1 juillet. Peloton de fusillade improvisé exécute Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Merz von Quirnheim, Werner von Heften dans patio du ministère sous illumination de lanterne. Ces exécutions militaires standards contrastent de façon marquée avec horreur qui suivront pour autres participants. Hitler décide qu'exécutions rapides sont inadéquates pour la magnitude de trahison affrontée. Il ordonne capture vive de tous les autres conspirateurs pour poursuites judiciaires qui permettent humiliation publique avant de les exécuter de manière plus dégradante possible. Gestapo, sous Heinrich Müller, lance opération d'arrestation massive, impliquant plus de 7000 suspects connectés avec conspiration. Investigateurs utilisent techniques d'interrogation brutales, torture physique systématique, privation de sommeil, exposition à températures extrêmes, techniques psychologiques pour briser résistance mentale. Méthode de torture inclut coups prolongés, sessions d'interrogation de jours entiers, sans interruption pour repos ou nourriture. Beaucoup d'arrêtés sont soumis à torture conçue pour extraire informations sur autres participants et construire cas légaux contre prisonniers. Hitler spécifie personnellement que conspirateurs principaux soient jugés publiquement dans conditions qui maximisent l'humiliation. Jugements sont assignés au Volksgerichtshof présidé par Roland Freisler, juge fanatique connu pour loyauté absolue au régime et disposition à agir comme propagandiste plus que magistrat impartial. Freisler développa style judiciaire caractérisé par cris constants, interruptions agressives, insultes personnelles dirigées à quiconque comparaisse devant son tribunal. Hitler choisit spécifiquement Freisler parce qu'il convertirait procédures en spectacles de dégradation servant propositos propagandistes du régime. 7 août 1944. Premier jugement commence dans grand salon de cour d'appel de Berlin. Accusés incluent conspirateurs plus proéminents. Erwin von Witzleben, Erich Höppner, Helmut Stief, Paul von Haas, plusieurs officiers mineurs qui participèrent dans conspiration. Humiliation délibérée brise dignité d'accusé avant procédure judiciaire. Prisonniers obligés d'apparaître sans ceinture, bretelles, cravate, les forçant à soutenir constamment pantalon. Aussi, négation de dentiers et lunettes crée apparence physique photographiée et filmée pour propagande. Conditions dans cellules conçues pour maximiser inconfort physique et dégradation psychologique. Prisonniers maintenus dans espaces petits et froids sans chauffage, meubles, installations sanitaires appropriées.
Nourriture minimale de mauvaise qualité, négation de matériaux de lecture ou écriture. Pendant jugement, Freisler implémente procédures pour prévenir qu'accusé présente défense cohérente. Il interrompt constamment tentatives d'expliquer motivation, crie insulte quand il traite de parler, structure procédure pour assurer que seulement voix d'accusation soit entendue clairement. Avocat défenseur avait été instruit pour ne fournir pas défense réelle. Dans beaucoup de cas, il participe activement dans humiliation d'accusés, faisant déclaration qui appuie accusation au lieu de défendre supposé client. Corruption complète du processus légal assure résultat prédéterminé. Procédures judiciaires sont filmées par équipe de caméras qui en phase moment d'humiliation d'accusés et déclaration plus véhémente de Freisler contre conspirateurs. Filmage se focalise particulièrement sur dégradation de prisonniers pour usage propagandiste postérieur. 8 août, verdict annoncé à peine un jour après le début. Tous les accusés condamnés à mort comme avait été prédéterminé. Cependant, Hitler ordonna qu'exécution utilise méthode spécifiquement conçue pour maximiser souffrance et dégradation de condamnés. Prison de Plötzensee à Berlin prépare installation spéciale pour implémenter méthode d'exécution ordonnée par Hitler. Au lieu de fusillement militaire standard ou décapitation traditionnelle pour traître, Hitler spécifie pendaison lente utilisant méthode qui prolonge agonie. Bourreau installe crochets de boucher dans poutres du plafond depuis lesquels condamnés seront pendus utilisant fil de piano au lieu de corde conventionnelle. Fil de piano sélectionné spécifiquement parce qu'il ne se brise pas sous poids corporel, mais cause étranglement lent au lieu de rupture rapide du cou. Condamné obligé de se dénuder complètement avant exécution, ajoutant humiliation finale. Mené un par un au salon où fil de piano est placé autour de cou et connecté à crochet monté dans plafond. Corps élevé lentement jusqu'à ce que pied ne touche pas sol. Étranglement avec fil de piano prend entre 8 et 12 minutes pour causer mort, dépendant du poids corporel et autres facteurs physiques. Pendant ce temps, prisonnier reste conscient, expérimentant douleur extrême, tandis que fil coupe graduellement circulation sanguine et approvisionnement d'air. Tout processus d'exécution est filmé par ordre direct de Hitler, qui veut voir personnellement dernier moment de conspirateurs. Filmages sont portés au quartier général cette même nuit, projetés pour Hitler et associés proches comme divertissement sadique. 8 août sont seulement commencement de séries de poursuites et exécutions continuant pendant des mois. 10 août, second groupe jugé et exécuté incluant Erich Feldgiebel, Berthold von Stauffenberg, Fritz Dietloff von der Schulenburg. Hommes soumis à procédures identiques d'humiliation et exécutés utilisant méthodes égales. Jugement et exécution postérieure suivent même modèle. Chaque groupe d'accusés soumis à humiliation publique pendant procédure truquée, suivie par exécution prolongée filmée pour divertissement de Hitler. Au total, approximativement 200 personnes exécutées en connexion avec conspiration. Autorité implémente doctrine de Sippenhaft, responsabilité familiale, étendant châtiment à familiers de conspirateurs même sans participation directe. Épouses, enfants, parents, autres parents sont arrêtés et envoyés à camps de concentration où beaucoup meurent par conditions brutales. Enfants de famille et de conspirateurs reçoivent traitements particulièrement cruels. Séparés de mères et envoyés à orphelinats spéciaux où on tente d'éliminer identité familiale et les endoctriner en idéologie nazie. Beaucoup reçoivent nouveaux noms et ne sont jamais réunis avec membres survivants de familles originales. Documentation extensive de poursuites et exécutions, incluant filmages ordonnés par Hitler, fournit après-guerre preuves détaillées de nature sadique du système judiciaire nazi. Filmage capture non seulement exécution, mais aussi réaction d'officiers allemands qui assistent, révélant degré de dépravation dans structure de pouvoir. Archives légales capturées du Volksgerichtshof révèlent coordination entre appareils judiciaires et objectifs propagandistes du régime. Documents montrent que verdicts furent décidés avant jugement et que tout processus fut conçu pour créer matériel propagandiste au lieu d'administrer justice. Transcription de jugement documente langage extrême utilisé par Freisler pour décrire accusé. Conspirateurs consistamment dénommés comme traîtres de sang allemands, immondice morale, écume militaire, autres termes déshumanisants conçus pour justifier traitement brutal. Photographie prise à Plötzensee après exécution montre preuve physique de méthode utilisée.
crochets de boucher restent tachés avec sang, fragments de fil de piano éparpillés par sol du salon d'exécution. Images fournissent preuves tangibles de méthodes spécifiques employées. Interrogatoires d'après-guerre d'officiers qui participèrent ou assistèrent exécutions révèlent détails additionnels sur méthodes et réactions de participants. Certains expriment inconfort avec méthodes employées, mais reconnaissent avoir suivi ordre sans objection dû à peur d'être accusés de déloyauté. Cruauté systématique déployée contre conspirateurs illustre le degré auquel le régime nazi avait abandonné toute prétention d'adhérer à normes légales ou morales civilisées. Poursuites et exécutions conçues spécifiquement pour servir comme avertissement à tout Allemand qui pourrait considérer s'opposer au régime. Stalingrad, l'effondrement de l'armée piégée. 23 novembre 1942. L'opération Urano scelle complètement l'encerclement sur 330 000 soldats allemands et de l'axe autour de Stalingrad. Températures oscillent entre moins 30 degrés Celsius et moins 40 degrés Celsius, niveaux pour lesquels les troupes équipées pour campagne d'été qui supposément auraient terminé avant l'hiver ne sont pas préparées. Friedrich Paulus informe répétitivement au haut commandement que ses forces manquent d'approvisionnement nécessaire pour résister au siège prolongé. Réserve d'aliments suffisantes pour à peine une semaine de ration minimale, munitions dangereusement basses, combustible pour véhicules et chauffage presque inexistant. Hitler prohibe toute tentative de rupture de l'encerclement. Hermann Göring promet personnellement que le pont aérien approvisionnera 500 tonnes quotidiennes nécessaires pour la survie de la 6e armée. La promesse résulte complètement irréaliste depuis le commencement. Les avions Junkers Ju-52 disponibles sont inadéquats en nombre et capacité pour manier tel volume sous conditions de combat intenses. Première semaine du siège, pont aérien réussit livrée moyenne d'à peine 80 à 100 tonnes quotidiennes, moins de la 5e partie du nécessaire. Artillerie anti-aérienne soviétique et chasseurs intercepteurs détruisent systématiquement transports allemands. À mi-décembre, les livraisons tombent à moins de 50 tonnes. Les conditions climatiques exacerbent dramatiquement la souffrance de la 6e armée. La majorité de troupes manquent de vêtements d'hiver adéquats, chaussures imperméables, équipements de survie pour climat extrême. Rapports médicaux des dernières semaines de décembre documentent détérioration physique catastrophique. 72% montrent signe de dénutrition sévère avec perte de poids corporel excédant 30%. Principe de janvier 1943, ration quotidienne officielle réduite à 50-75 grammes de pain moisi et bol de soupe eau avec pelure de pommes de terre et graisse rance. Même ces rations minimales arrivent rarement à troupes du front dues à destruction de lignes d'approvisionnement et corruption parmi officiers contrôlant distribution. Soldats affamés cherchent sources alternatives de nutrition, cuir bouilli de ceintures et bottes, feuilles sèches, écorces d'arbres, tout reste comestible dans bâtiments abandonnés. Chevaux militaires sont tués et consommés complètement, incluant organes internes normalement considérés non aptes pour consommation humaine. Source conventionnelle d'aliments épuisés, certains soldats considèrent options plus extrêmes. Premiers rapports documentés de cannibalisme apparaissent principe de janvier dans unités plus isolées du périmètre, où supervision d'officiers est minimale et désespoir atteint niveau critique. Lettre interceptée par intelligence soviétique signée par caporal du 384e régiment, datée 12 janvier 1943, décrit mort de compagnon appelé Karl. Heinrich dit que sa jambe avait encore chair utile. Personne ne protesta. Témoignage direct de normalisation du cannibalisme dans unités désespérées. Rapports du NKVD décrivent découverte de corps humains délibérément mutilés pour extraction de chair. 18 janvier, patrouille soviétique trouve restes de soldats allemands décapités avec muscles enlevés de cuisses et bras. Preuve physique de pratique systématique de cannibalisme. Bien que cannibalisme ne fût jamais officiellement sanctionné par commandement de la 6e armée, il ne fut pas non plus activement empêché dans unités où officiers perdirent contrôle effectif. Pratique se développe dans tranchées isolées, bunkers abandonnés, positions avancées où groupes petits agissent sans supervision directe. Documents capturés révèlent que commandants furent conscients du cannibalisme mais choisirent ne pas le rapporter dans communications officielles.
Omission délibérée reflète honte associée et reconnaissance que c'était conséquence inévitable de conditions impossibles. Parallèlement à la détérioration alimentaire, Haut Commandement implémente mesures disciplinaires extrêmes pour maintenir ordre militaire basique. Arthur Schmidt signe ordres établissant exécution immédiate pour tout soldat coupable de voler ration, indépendamment de quantité ou circonstances. Et exécution par vol d'aliments sans jugement formel ou procédure légale. Soldats accusés fusillés dans heures par pelotons improvisés composés par autres soldats affamés, craignant souffrir même destin s'ils désobéissent. Registre suggère plus de 300 soldats exécutés par camarades pendant janvier pour délits liés à nourriture. Autorité aussi implémente châtiments sévères pour autolésion délibérée pour éviter combat ou qualifiée pour évacuation médicale. Auto-amputation de doigts, tirs auto-infligés dans extrémités, autres formes d'automutilation deviennent communes parmi troupes cherchant échapper conditions du front. Soldats coupables d'autolésion délibérée affrontent exécution immédiate sous ordre de Schmidt. Officiers médicaux reçoivent instruction de rapporter blessures qui paraissent auto-infligées. Soldats suspects sont interrogés sous torture pour obtenir confession. Même blessures accidentelles traitées comme suspectes. Système d'exécution sommaire s'étend au-delà de délits spécifiques pour inclure tout comportement interprété comme déloyauté ou désertion. Soldats exprimant doute sur guerre, mentionnant possibilité de reddition ou simplement paraissant démoralisés peuvent affronter exécution s'ils sont rapportés par informateur. Peur d'exécution par propres officiers s'ajoute à la terreur constante d'artillerie soviétique et patrouilles ennemies, créant environnement de paranoïa extrême où soldats ne peuvent faire confiance à personne. Atmosphère de terreur interne accélère effondrement de morale et cohésion d'unité. S'approchant fin du siège, nombre de suicides augmente dramatiquement. Derniers rapports médicaux, datés fin de janvier, documentent plus de 200 suicides confirmés pendant derniers 3 jours de résistance organisée. Tirs auto-infligés, explosifs de main, pendaison. Beaucoup de suicides commis par officiers préférant mort à capture par force soviétique. Karl Strecker, commandant du 11e corps, se tire d'en-tête dans son bunker après détruire drapeaux d'unité et documents classifiés. Hans Reichel se jette depuis bâtiment de 3 étages soutenant grenades activées. Suicides collectifs se produisent parmi groupes qui perdirent tout espoir. Compagnie entière du 295e régiment s'enferme dans sous-sol, ouvrant valve de gaz, mourant par asphyxie collective. Soldats de 44e division se groupent autour de charges explosives, les détonant volontairement. Conditions médicales pendant janvier peuvent se décrire seulement comme apocalyptiques. Registre de 44e division, seulement 4 médecins opérationnels pour plus de 2000 blessés. Amputation avec 6 oxydés sans anesthésie. Infection post-opératoire universelle par absence d'antibiotiques et conditions anti-hygiéniques extrêmes. Hôpitaux de campagne effondrés complètement mi-janvier. Blessés déposés dans sous-sol gelé où ils meurent lentement par exposition, infection, saignement. Médecins abandonnent traitement réel, se limitant à administrer analgésiques quand disponible, ce qui est rare. Gelure si extensive que soldats perdent doigts sans se rendre compte jusqu'à ce que appendice se détache. Gangrène gazeuse s'étend rapidement causant amputation spontanée et mort par septicémie. Puanteur de chair en décomposition remplit positions allemandes se combinant avec odeur de cadavres qui ne peuvent s'enterrer en sol gelé. Interrogatoire soviétique de prisonniers capturés un 2 février révèle effondrement psychologique complet de beaucoup d'unités. Soldats ne se rappellent pas nom, rang, unité d'origine. Beaucoup croient être en France ou Pologne. D'autres insistent que renforts allemands arriveront demain. Prisonnier du 376e régiment répond qu'il est Kaiser Wilhelm, visitant troupe. Autre affirme être maître bavarois enlevé par bandits russes et forcé de porter uniforme allemand. Réponse non feinte mais manifestation genuine d'effondrement mental sous stress extrême. Documents de la 6e armée capturée révèlent que beaucoup d'unités cessèrent d'exister comme organisation militaire semaines avant reddition officielle. Commandant rapporte forces effectives de 0 soldats capables de combat. Registre de munitions montrent unités sans tirer un coup pendant jours finaux par manque de munitions et soldats physiquement incapables d'opérer armes. 2 février 1943, 6 heures. Dernier message de radio de la 6e armée, Stalingrad est tombé.
Le silence commence. Après cette transmission, toutes les communications cessent définitivement, marquant fin officielle d'une des formations militaires les plus puissantes de l'armée allemande. Reddition n'est pas événement organisé, mais effondrement graduel où groupes simplement cessent de résister quand forces soviétiques arrivent. Beaucoup de soldats trouvés morts en position non par blessure de combat, mais par inanition, exposition, maladie. Soviétiques trouvent tranchées remplies de cadavres gelés morts pendant des semaines. Paulus, promu maréchal de camp par Hitler le 30 janvier, avec expectative implicite de suicide avant reddition, est capturé dans son bunker, commande le 31 janvier. Sa capture marque symboliquement fin de résistance organisée, bien que groupes dispersés continuent luttant ou mourant pendant des jours. D'approximativement 330 000 soldats piégés dans chaudron de Stalingrad, seulement 91 000 survivent pour se rendre. De ces prisonniers, approximativement 60 000 meurent en captivité soviétique pendant mois suivants par maladie, malnutrition continuée, conditions brutales dans camps de prisonniers.